Bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes ancien chercheur à l'université, constitutionnaliste dans l'âme, mais aussi avocat au barreau de Guinée. Nous allons aller avec le procès du 28 septembre. En tant qu'avocat, en tant que pénaliste, quel est votre regard global sur le procès des événements du 28 septembre? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je ne parle pas ici en tant qu'avocat parce que j'ai besoin d'une autorisation à cet effet, mais en tant qu'analyste, comme d'habitude. Enseignant-chercheur. C'est ça. Je pense que le procès, la tenue du procès est une très bonne chose dans notre pays. Parce que vous savez, les crimes qui sont en train d'être jugés ont été commis en 2009. Et de 2009 à maintenant, les victimes, y compris en tout cas le peuple de Guinée, on attendait la tenue de ce procès-là pour que justice soit rendue. Vous savez, dans un État, il faut que la justice fonctionne. Sinon, comme j'ai l'habitude de le dire, sans la justice, le monde s'effondre. Fiat justitia ne priat modis. La justice doit être rendue. Donc, on attend voir l'aboutissement, mais le début de ce procès-là est à saluer pour ma part. Une seconde fois, on voit le prévenu ou bien l'accusé Marcel devant la barre. Ça vous inspire quoi? Ce volte-face surtout. C'est ça. Peut-être c'est une stratégie de défense qui n'a pas marché. Au début, j'ai eu l'impression que Marcel ne voulait pas ouvrir la boîte de Pandore. Oui. Voilà, il est resté sur ses réserves dans le nihilisme. Et maintenant, il a compris qu'il ne sert à rien de se voiler la face. Pensez-vous qu'il a compris? Il y a certains qui parlent de volte-face d'une même alliance supposée avec d'autres accusés. Ça, j'ai pas de preuves pour aller dans cette logique-là, mais ce qui reste clair, son premier passage et celui-ci, il y a une différence nette. Le premier, il le rejetait, parfois il refusait de commenter, tout ça. Si lui-même se présente à la barre à nouveau avec des papiers, avec des détails, est-ce que cela remet en cause, est-ce que cela ne remet pas en cause la crédibilité des dépositions des accusés qui défilent devant cette barre? Vous savez, justement, un accusé peut avoir vraiment la bonne foi, tout comme il peut avoir la mauvaise foi. Et c'est pourquoi la justice est très difficile à rendre, parce qu'il revient au magistrat d'essayer de décanter les choses pour retrouver le chemin de la vérité. Oui. Donc, est-ce que c'est une première ligne de défense qui n'a pas marché, on veut se racheter, ou on a reçu des conseils de charger ou de décharger d'autres personnes? Ça, je n'ai pas tellement de preuves, mais ce qui est évident, son attitude a changé. Son attitude a changé, mais en donnant une seconde fois capitaine Marcel, la parole, est-ce que les autres accusés ne vont pas revenir encore ou bien demander la même chose? Oui, autant que, parce que vous savez, c'est le droit à la défense. Par exemple, si quelqu'un vient vous charger, alors que c'est un tribunal criminel, les peines qu'il risque d'encourir sont très élevées, des peines vraiment à ne pas négliger. La personne peut demander à revenir à dire sa part de vérité, soit se blanchir ou rejeter les accusations qui sont portées contre elle. On a vu plusieurs avocats abandonner Marcel dans le cadre des procédures. Est-ce que cela, c'est une habitude? On a vu encore hier Maître Sidiki Berete échanger, dire qu'il n'est pas d'accord par rapport à la constitution de Maître Abou. Comme avocat de Marcel, on dit que c'est un problème qui se trouverait au niveau du barreau. Est-ce que tout cela ne va pas un peu secouer la procédure normale à observer? Vous savez, l'avocature est une profession libérale, noble et très réglementée. D'abord, en matière criminelle, il faut savoir que les accusés ont droit à un conseil, à un avocat en matière criminelle. Maintenant, l'avocat peut commencer avec un accusé. Mais après, quand il retrouve ou bien il voit que l'accusé n'est pas en train d'aller dans le même sens que lui, parce que c'est son conseil, il peut jeter l'éponge, ça c'est pas interdit. Et l'État ou l'accusé peut se trouver un autre avocat. Ça aussi c'est pas interdit. Mais je pense que les avocats ont des lignes de défense à construire. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser des avocats, ils pensent que l'avocat c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est là pour induire. Non, l'avocat peut demander à son client
de dire la vérité et lui va se battre pour obtenir des circonstances atténuantes. Alors, ouais, donc c'est des stratégies de défense. Ok. Docteur, dans le nouveau code pénal guinéen, on a constaté une transposition des crimes internationaux. Et les crimes qui sont en train d'être jugés dans le cadre de ce procès sont des crimes contre l'humanité et qui nécessitent, qui présentent des caractères systématiques dans leur commission, bien sûr, systématiques et généralisées. Pensez-vous qu'il sera difficile, quand on pense un peu à la conclusion du procès Laurent Gbagbo devant la CPI, pendant lequel il a été difficile pour le bureau du procureur de prouver le caractère systématique et généralisé, pensez-vous qu'il sera facile également pour le tribunal en Guinée pour vraiment aller jusqu'au bout, hein, pour pouvoir asseoir un peu la culpabilité de ces accusés? Dans votre question, il y a plusieurs sous-questions. D'abord, est-ce qu'ils sont en train d'être jugés sous l'aune du code pénal de 2016 ou sous l'aune du code pénal qui était en vigueur au moment de la commission des faits en 2009? Pour ma part, c'est sous l'aune de l'ancien code pénal au moment des faits. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que les juges vont aller dans le sens d'établir des crimes internationaux? Ma première réponse remet en cause la seconde. Parce qu'en 2009, il n'y avait pas de crime contre l'humanité, il n'y avait pas de crime de guerre, il n'y avait pas ces crimes internationaux n'existaient pas. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'infraction équivalente en droit guinéen. Vous savez que les assassinats ont toujours été condamnés en Guinée. La peine, les meurtres, les homicides, les viols, ça c'est des infractions qui ont toujours existé en Guinée dans nos anciens codes pénaux. Mais est-ce que la qualification crime international qui a ses caractéristiques, comme vous venez de le mentionner, ça doit être planifié, ça doit être systématique? Est-ce que les juges vont pouvoir établir les preuves pour retenir ces qualifications? Comme je sais qu'ils ont la possibilité de requalifier les faits, ça relève de leur souveraineté. Mais pour ma part, il serait mieux de poursuivre les crimes sous l'aune du droit qui était en vigueur à l'époque pour ne pas faire du tort aux accusés. À un certain moment, le procès a été arrêté, on parlait de l'aide juridictionnelle, les avocats étaient divisés. Il y a certains qui pensent que oui, c'est normal d'assister les avocats des accusés, d'autres non. À votre avis, en tant qu'enseignant-chercheur, est-ce que l'aide juridictionnelle était une obligation pour l'État? Dans la plupart des États modernes aujourd'hui, on prévoit l'aide juridictionnelle. Vous savez, en droit international, notamment en droit international des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle le droit à un procès équitable, le droit à la justice, des juges. Il y a plusieurs conditions à réunir pour qu'une bonne justice soit rendue. Si vous avez des accusés qui n'ont pas la possibilité de se prendre un avocat, et pas n'importe lequel, parce qu'il doit prendre des avocats à la hauteur, à mesure de les défendre. Donc s'ils n'ont pas cette possibilité-là, ils n'ont pas les moyens financiers, ils peuvent se tourner vers l'État, comme c'est une obligation d'être assisté par un avocat en matière criminelle, pour demander à l'État de les assister, afin que le procès puisse avoir lieu en bonne et due forme. Vous évoquez tout à l'heure des questions de respect des droits humains. Alors parlons un peu de la CRIEF. La CRIEF qui, depuis son institutionnalisation, est en train de juger d'anciens dignitaires de l'État qui sont poursuivis pour des crimes économiques et financiers. Alors, est-ce que vous pensez que dans le modus operandi de la CRIEF, les droits de ces accusés sont respectés aujourd'hui? D'autant plus qu'il y a beaucoup parmi eux qui sont malades, pour lesquels les avocats demandent de l'évacuation sanitaire. Mais est-ce que vous pensez que leurs droits sont respectés aujourd'hui? D'abord, il faut rappeler que la création de la CRIEF est une innovation, en droit guinéen. Vous savez que ce sont les attributions, ou même une partie des attributions de la Haute Cour de justice qui a été transférée à la CRIEF. Or, la Haute Cour de justice n'a jamais vu le jour en Guinée. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est une innovation. Donc, cette juridiction a pour objectif de réprimer les infractions économiques et financières dans notre pays. Quand vous regardez le pays, les rapports sur la Guinée, quand on dit que la Guinée était le 4e pays le plus corrompu au monde, vous voyez tout de suite l'ampleur de la corruption dans notre pays. Le détournement aussi, je n'ai pas besoin de le démontrer parce que
les premiers travaux de la CRIEF sont là pour vous convaincre en la matière avec les montants colossaux qui sont mis en avant comme des montants détournés. Ouais. Ça, c'est quelque chose à saluer. Mais sauf là, la CRIEF a mis des gens en prison, mais sans fournir les preuves. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison et aller chercher les preuves ailleurs. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, le fait de créer la CRIEF, ça c'est un. Mais le fait de bien fonctionner et de respecter les droits de la défense, ça c'est autre chose. Et c'est là que je voulais... Est-ce que les droits réellement de la défense sont respectés dans le cadre de la procédure ouverte par la CRIEF? Je sais que les accusés, tous les accusés ont des avocats, à ma connaissance. Ça c'est un élément qui a été respecté. Mais là où le bas blesse, à mon sens, c'est comment continuer la justice devant la CRIEF alors qu'il y a des accusés qui sont dans un état vraiment déplorable, dans un état de santé déplorable. Oui, à l'occurrence, l'ex-président de l'Assemblée nationale, il y a les juges même de la CRIEF qui entendent l'auditionner dans son lit de malade le 18 juillet prochain. Est-ce normal? C'est ça. Moi, ce que je prévois en la matière, c'est des choses. Il faut que les procédures aillent vite, il faut que chacun soit situé et que les personnes qui ne sont pas coupables soient libérées. Docteur, est-ce qu'entendre un accusé sur son lit d'hôpital est une bonne chose? Justement, c'est par là que je voulais terminer. Allez-y. Ou si les personnes sont malades, la justice n'a qu'à attendre que les personnes se fassent soigner et reprendre la marche des choses. C'est ce que moi je vois comme solution. Est-ce qu'il n'y a même pas deux poids, deux mesures? Restons dans ce dossier du président de l'Assemblée nationale, honorable Amadou Damaro Camara. On parle de 15 milliards de francs guinéens, d'une affaire de détournement de 15 milliards. On accorde une liberté provisoire à deux personnes impliquées dans le même dossier pour aller à l'extérieur, l'un pour aller se faire soigner, Michel Kamano, et Djenabou Kamara pour des raisons, pour une question familiale, et l'autre est malade, on refuse à ce qu'il soit évacué. Est-ce qu'il n'y a pas une justice de deux poids, deux mesures? Oui, il y a un auteur qui s'est interrogé sur la question. Est-ce que la justice transitionnelle est-elle juste? Ça, c'est un point d'interrogation. À votre avis, en tant qu'enseignant-chercheur? Oui, et c'est difficile. Le deux poids, deux mesures crée toujours l'injustice à l'égard d'une personne. Ça, c'est un. Vous savez, ceci sous-entend que la CRIEF serait politisée aujourd'hui? Politisée, de toute façon, c'est une politique. La CRIEF, une politique judiciaire. Mais est-ce que la politique politicienne s'est infiltrée dans le fonctionnement de la CRIEF? Et même une politique de gouvernement, parce qu'il s'agit de réprimer les détournements et les actes de corruption. Donc ça fait partie d'une politique de gouvernance qui s'inscrit aussi dans la logique d'une politique judiciaire, comme vous venez de le mentionner. Mais moi, tout mon souci, c'est comment bien faire fonctionner cette machine-là. Parce que il est bon de réprimer ces infractions, mais il est également important de respecter comment faire bien fonctionner cette machine, vous venez de le dire. Est-ce que cela remet en cause les compétences des juges qui siègent dans cette juridiction, parce que les infractions économiques et financières sont toutes particulières? Oui, vous savez, en Guinée, on a un problème sur le plan des ressources humaines. Pourquoi? Parce que la spécialisation n'est pas souvent respectée. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est des juges spécialisés qu'on a ciblés dans le système pour les regrouper au sein de la CRIEF? Ça, je n'ai pas assez de réponse. Mais là où moi je voudrais mettre l'accent, c'est que nous sommes à notre première expérience. Il faut essayer de gérer la chose avec lucidité pour ne pas faire du tort aux uns ou aux autres. Ne pas poursuivre les infractions économiques, ne pas poursuivre la corruption et autres là. C'est un mal que nous connaissons depuis des années. Il faut que ça s'arrête. Ne pas respecter les droits des personnes accusées devant cette juridiction, ne pas les laisser se faire soigner, ne pas accélérer la procédure pour que chacun soit cité sur son sort, ça aussi, c'est une atteinte au bon fonctionnement de la justice. Entre les deux, là, il faut le juste milieu, à mon sens. Il faut vraiment le juste milieu pour que les choses avancent. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, deux personnes peuvent être dans la même situation, c'est-à-dire deux voleurs ou deux présumés voleurs. Si vous poursuivez X, vous laissez Y,
X va se sentir victime d'une injustice. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe dans ce dossier de 15 milliards? Je ne maîtrise pas le fond de ce dossier, mais je sais que d'une manière générale, le 2 poids 2 mesures crée toujours de la frustration à l'égard de la personne contre laquelle on veut engager des poursuites, alors que les mêmes personnes qui sont avec lui dans l'affaire sont en train de se balader à l'air libre comme si de rien n'était, quoi. Donc ce 2 poids 2 mesures, c'est toujours des critiques. Si vous avez bien suivi le procès de Laurent Gbagbo, il y a eu des critiques comme ça qui ont été faites à la Cour pénale internationale en disant que les deux camps avaient été accusés, mais c'est seulement les éléments d'un camp qui se sont retrouvés devant la Cour pénale internationale. D'accord. Et voilà. À un certain niveau, j'avais écouté le ministre de la Justice qui disait que la CRIEF a un petit problème, un souci. Est-ce qu'il faut, il a dit même, créer ce qu'on appelle le TRIEF, le tribunal voilà, de répression des infractions économiques et financières. Êtes-vous d'accord avec lui? Il faut créer un tribunal après une sorte la de Cour. juridiction criminelle de première instance, après de second degré. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce dispositif? C'est que le bon fonctionnement de notre justice laisse à désirer. Ah bon? Oui. Disons, notre système judiciaire, je ne peux pas dire qu'il est désorganisé, mais il y a des dysfonctionnements à plusieurs niveaux. À quel niveau? D'abord, oui, j'en viens. Sur le plan des ressources humaines, je ne vais pas revenir sur ça, mais sur le plan même de l'organisation judiciaire. Vous voyez, c'est le travail que la CRIEF est en train de faire comme ça aurait dû être fait par des juridictions ordinaires. Ah bon? Oui, bien sûr. Oui. Par des juridictions ordinaires. Si on fait rentrer la compétence là dans la compétence des juridictions ordinaires, et peut faire le travail. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, on a un problème d'insuffisance de magistrats, un problème de locaux, et un problème, vraiment, à mon sens, si j'étais ministre de la Justice aujourd'hui, je ne veux pas la place de Charles Wright, je ne vais pas me retrouver sur les réseaux sociaux. Les injonctions. Voilà, c'est que je vais... Le ministre des injonctions. Je vais repenser le système. Je vais repenser... En quoi faisant concrètement? Je dis si. Hein, oui, si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous aurez fait concrètement pour repenser le système judiciaire? Actuellement, dans mes réflexions, je suis en train de voir comment renforcer la partie administrative. D'accord. La justice administrative. Parce qu'en Guinée, c'est presque méconnu. Les citoyens ne savent pas qu'on peut engager des poursuites, qu'on peut engager la responsabilité de l'État et obtenir des réparations quand l'État vous fait des torts. Vous voyez, ça, c'est pas bien connu. Le dernier exemple que je vais donner en la matière, c'est l'affaire Charles Wright. Regardez, ils engagent des poursuites contre le procureur, alors qu'ils pouvaient engager la responsabilité administrative de l'État pour obtenir des réparations dans cette affaire. On nous a arrêtés à tort de manière arbitraire, comme l'affaire Boubacar Bari. Boubacar Bari a réussi à obtenir 555 millions parce que l'État l'a arrêté et détenu arbitrairement sans jugement. D'accord. 555 millions. En 2010, c'est une affaire qui a été beaucoup saluée ici en Guinée. L'État l'a arrêté, détenu arbitrairement. Merci, cher Polémis. Merci pour ce moment de duo. Merci.